On a tendance à croire qu'on réfléchit et puis on décide, mais très souvent on décide et après notre cerveau s'occupe d'inventer une histoire qui justifie pourquoi on prend une décision. Et quand on prend des décisions, on utilise un fonctionnement qu'on appelle un fonctionnement heuristique. Ça paraît très compliqué, mais par exemple, là, je viens de faire une heuristique. Je viens de jeter, d'attraper cette télécommande. Mon cerveau n'est pas en train de faire ce geste de manière précise. Il n'est pas en train de calculer la force nécessaire, l'angle d'attaque, etc. Il fait ça à la louche, parce que j'ai déjà jeté plein de fois des choses, et donc ça marche relativement bien. Si vous avez des enfants, ou si vous avez vu des enfants grandir, vous pouvez voir leur modèle heuristique en train de s'améliorer. Quand vous faites la cuisine, vous ne faites pas ça de manière précise. Vous faites ça à la louche. Vous voulez faire, je sais pas, des pâtes tomates basilic, vous ne mesurez pas le grammage pile poil de tomates, de feuilles de basilic, de pâtes. Vous faites ça à la louche, et même si vous faites le même plat 10 fois, ça sort 10 fois à peu près la même chose. Quand je marche, mon cerveau ne fait pas des calculs de combien est-ce que je dois hocher ma jambe et machin, sinon je marcherai un peu comme un robot, parce que les robots, c'est pas heuristique. Mais aussi, on fait ça pour nos décisions. On a tendance à croire que nos opinions, que nos décisions sont des choses qui sont très précises. C'est des choses qui sont très pertinentes. Mais en fait, on fait ça aussi à la louche. On n'est pas des êtres précis. On est tout le temps en train d'essayer de faire de notre mieux pour fonctionner. Et un des plus forts facteurs modulateurs de nos heuristiques, de notre compteur d'histoire, c'est le stress. Le stress, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est assez bizarre comme fonctionnement, le stress. Par exemple, disons que moi, je dois faire une présentation à la BPI. Ça me stresse beaucoup, donc je me dis je vais être en bonne forme, je vais dormir tôt, je rentre au lit, je ne peux pas dormir. Ça me stresse encore plus parce que je n'ai pas dormi, je viens ici, j'ai déjà répété ma présentation 100 000 fois pour être sûr que je la connais, j'ai un trou de mémoire. Pourquoi? C'est des fois même je stresse pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si j'ai un fils qui doit passer l'oral du bac, moi je ne peux plus dormir. Comment est-ce que moi, si moi je ne dors pas, lui il va mieux réussir son oral? C'est complètement absurde. Mais quand on comprend c'est quoi le stress, c'est pas si absurde que ça. Et donc, on va essayer de suivre le stress de notre zèbre dans cette situation. Et après, on parlera du stress de la lionne. C'est une lionne. Les lions, ils font que dalle de leur vie. Rien, genre rien. Ils bouffent. Ils dorment. Disons qu'on est quelques minutes avant cette scène, le niveau de stress de notre zèbre, disons que ça, c'est son niveau de stress de base. Et soudainement, une lionne apparaît. Qu'est-ce qui va se passer avec son stress? Piou. Et ce piou, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de parler de qu'est-ce que ça veut dire, j'ai une petite anecdote à vous raconter. On appelle ça les 4 F de base, qui sont nécessaires pour la survie de tous les mammifères, mais en général de plein d'autres espèces. On va dire c'est flight, donc pouvoir s'enfuir. Quoi d'autre? Fight, on doit pouvoir se battre. Quoi d'autre? Food, pour qu'une espèce survive, elle a besoin de pouvoir se nourrir. Et franchement, que quelqu'un le dise. Fuck. Et le stress, dans le monde animal, c'est juste ça. Ce qu'ils appellent le fight et flight réflexe. C'est un réflexe, et donc ce piou, ça veut juste dire activer le fight et flight. Et dans ce cas-là, le stress est très utile, parce qu'il priorise la survie. Si notre zèbre n'est pas stressé, c'est un zèbre cool. Il voit la lionne, il dit « Salut la lionne, ça va ?» Piou, il est mort. Et donc, on a besoin du stress pour survivre. Inversement, si on suit le niveau de stress de la lionne, son niveau de stress est là, elle voit le zèbre, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Dans cette scène, la lionne et le zèbre sont autant stressés l'un que l'autre. Le zèbre est stressé parce qu'il ne veut pas mourir bouffé, et la lionne est stressée parce qu'elle a besoin de bouffer. Disons que cette scène dure 3-4 minutes, ou 5 minutes, ou 10, et après, le stress redescend, disons que notre zèbre est chanceux, il arrive à s'enfuir, et bim, on retrouve la normale. Ça, chez les animaux, donc le stress, on peut le redéfinir aujourd'hui, pour les 10 minutes qui viennent, comme une réaction physiologique, donc une réaction du corps face à un danger physique. Pendant à peu près 285 000 ans, on a vécu dans un mode de vie qui s'appelle chasseur-cueilleur. Si vous regardez, on n'a pas de carapace, on n'a pas de cornes pour se défendre, on n'a pas d'ailes pour s'envoler, on ne peut pas courir très très vite. Donc on a dû développer des stratégies pour pallier à notre faiblesse biologique quelque part. La première stratégie, c'est notre côté social. Mais notre côté social ne nous protège pas tout seul. On a besoin aussi d'une sorte de fight et flight. On a développé une sorte de fight et flight anticipatoire. On peut activer un fight et flight avant même de voir un prédateur, parce qu'on n'a pas le luxe d'attendre de le voir pour commencer à fuir. Et donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans 2 scénarios. Donc si on réduit l'ambiguïté en se disant c'est un prédateur, ou si on réduit l'ambiguïté en se disant que c'est pas un prédateur, disons que c'est le vent. Si vous faites courir ce scénario sur 285 000 ans, vous allez arriver à une sagesse très très profonde. C'est qu'en général, il vaut mieux
surréagir que se faire bouffer. Il vaut mieux se dire c'est un prédateur toutes les fois et se tromper toutes les fois que se dire une fois c'est pas un prédateur et se tromper une fois. Ça nous a donné une sorte d'avantage évolutionniste de surstresser dans le doute que de ne pas stresser. Quelque part, c'est comme si on est, et c'est caricatural, mais c'est comme si on est le résultat d'une sélection naturelle de nos ancêtres les plus stressés. Les plus stressés dans le sens réaction physiologique face à un danger physique. Le problème, c'est que si je vous demande qu'est-ce qui vous stresse, très peu d'entre vous vont me dire les boa constrictors, les condors des Cévennes, les alligators. Les stresseurs dans le monde aujourd'hui ressemblent plutôt à ça. La charge de travail, se sentir dévalorisé, les échéances, le type de travail à faire, etc. Tout ça, si vous regardez cette liste, niveau fight et flight, imaginez que moi j'ai une échéance, je dois rendre un papier très important, ça me stresse. Mon corps réagit comme il a réagi pendant 285 000 ans. Il contracte mes muscles, il accélère ma respiration, il divestit le sang dans mon système circulatoire et je fais quoi? Je ne peux pas me battre contre une échéance, je ne peux pas fuir d'une échéance. Pendant 285 000 ans, on a eu un outil qui nous a permis de faire face au danger. Et sur les 100, 200 dernières années, on a changé de visage du danger. Le danger est passé d'un danger en grande partie physiologique à un danger psychologique. Mais notre outil de gestion du danger est encore coincé dans le truc physique. On est très bien construit pour gérer du stress intense, mais on n'est pas du tout construit pour du stress chronique. Et donc le stress, les fonctionnalités du stress, de ne pas pouvoir dormir, d'avoir des problèmes digestifs, d'avoir des problèmes immunitaires, c'est parce que votre cerveau pense qu'il y a un prédateur. Mais surtout, si on revient à nos opinions et à tout ça, quand vous êtes face à une information stressante, à une information de danger, à une information de peur, vous allez souvent surréagir. Vous allez la juger comme plus importante. Et surtout, si vous êtes stressé, vous allez souvent avoir tendance à croire que ça ne va pas bien se passer. Un peu de stress améliore la performance, c'est une tension saine, mais quand le stress devient chronique, on fatigue, on est épuisé, on est en mauvaise santé, on s'effondre. C'est ça le fameux burn-out. Le burn-out, c'est une période de stress chronique qui a duré tellement longtemps que le cerveau lâche. Il se dit, bah, moi, je ne peux plus me battre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le stress, par exemple, est contagieux. On dit, tu me stresses avec ton stress. Parce que si je vois un congénère stressé, mon cerveau se dit, lui, il voit un prédateur que moi, je ne vois pas. Et donc, dans le doute, je vais moi aussi stresser. Et donc, les enfants de parents stressés, souvent développent une hypervigilance et souvent deviennent stressés aussi. Donc, premier facteur qui module nos histoires qu'on se raconte, nos heuristiques, etc., c'est le stress, et c'est un des facteurs les plus communs. Il est très souvent utilisé pour manipuler les gens, parce qu'encore une fois, si je vous dis des choses qui sont liées à un danger, votre cerveau automatiquement se dit « il vaut mieux que je surréagisse dans le doute ». Et c'est une technique qui marche très bien, comme on peut voir avec les résultats des élections dans les différents pays.